Et maintenant, nous allons ouvrir cette émission avec trois de nos invités sur le thème de filmer la politique. À mes côtés, Emmanuel Burdeau, émérite chroniqueur et critique de cinéma et de séries à Mediapart, qui va nous présenter nos trois invités de la soirée. Nous sommes très heureux de recevoir. Merci. Alors, Mariana Otero, je commence par vous. Vous êtes cinéaste, vous êtes l'auteur d'un certain nombre de documentaires. Moi, je ne vais pas les citer tous, mais je pense qu'on peut citer La loi du collège. Entre nos mains, qui est d'une certaine façon liée au sujet de ce soir, puisqu'il s'agissait d'accompagner, si mes souvenirs sont bons, des salariés dans une entreprise de lingerie qui essaient de transformer leur entreprise en difficulté en coopérative, à ciel ouvert. Et plus récemment, mais c'est un peu la raison de votre présence ce soir, L'Assemblée, qui est le film que vous avez consacré à Nuit debout, donc le fameux mouvement Nuit debout du printemps 2016. Le film est sorti à l'automne et il sort là, aujourd'hui, hier, peu importe, en DVD. Gilles Perret, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, en fait, j'ai appris en regardant un peu précisément, on vous connaît surtout pour quelques films, mais vous êtes le réalisateur d'un grand nombre de documentaires. Là aussi, je vais citer simplement les trois derniers, parce que les deux derniers et le nouveau, qui conduisent au nouveau, d'une certaine façon. L'un, c'est La Sociale, qui est consacré à l'histoire de la sécurité sociale, n'est-ce pas ? Les Jours heureux, film sur lequel vous avez fait la connaissance de Jean-Luc Mélenchon, qui est consacré au programme du Conseil national de la résistance et à la manière dont ce programme, jadis exalté, est passé à l'as, pour le dire brutalement. Et vous êtes aussi l'auteur d'un film qui est sorti en salle il y a quelques semaines, qui est un portrait de Jean-Luc Mélenchon, et qui s'appelle L'Insoumis. Et enfin, Éric Benzekri, bonsoir. Bonsoir. On vous connaît surtout comme le créateur, avec Jean-Baptiste Delafont, en 2016, de la série Baron Noir, diffusée par Canal+, dont la deuxième saison a été diffusée là, il y a quelques semaines sur Canal+. Mais vous aviez été associé précédemment à deux autres séries au moins de Canal, n'est-ce pas ? Maison Close et Lascar. Et auparavant, et c'est évidemment ce qui vous a conduit à Baron Noir, vous avez une carrière politique ou dans les coulisses de la politique, à la fois comme membre du mouvement dit de la gauche socialiste, le mouvement créé par Julien Drey avec Jean-Luc Mélenchon. Et lorsque Jean-Luc Mélenchon était ministre délégué à l'enseignement professionnel, vous étiez membre de son cabinet. Oui. Voilà. Bienvenue à tous les trois. Merci. Nous sommes très heureux de vous avoir. Et si nous avons demandé de venir sur ce plateau pour parler de comment filmer la politique, c'est aussi parce que dans l'histoire du cinéma engagé français et politique, vous êtes tous les trois non seulement dans l'actualité, plus ou moins récente, mais aussi vous racontez chacun à votre manière la mort et la possible renaissance de la gauche. Éric Benzekri, dans Baron Noir, nous raconte quelque part la fin d'un socialisme, d'un certain socialisme cynique, professionnalisé, qui n'a pas mis de côté ses idéaux, mais qui finalement les voit se faire balayer par les intrigues et les manigances. Mariana Otero, vous avez filmé récemment donc, L'Assemblée, qui est un film sur une possible alternative à cette mort du socialisme français avec, on va dire, le mouvement citoyen qui a pu être Nuit debout. Et Gilles Perret, une autre offre alternative à la mort du socialisme, qui n'est pas étranger d'ailleurs à cette mort, mais qui est plus incarnée, on va dire, plus personnalisée, qui est Jean-Luc Mélenchon. Je voulais savoir un petit peu, comme citoyen et citoyenne, un petit peu dans votre rapport à la gauche, comment vous êtes arrivé à ces films-là et comment votre rapport à la gauche expliquait l'œuvre dont je viens de parler. Gilles, oui. Non, mais moi, mon rapport à la gauche, c'est un peu une histoire familiale, des origines sociales et par rapport à des parents ouvriers et par rapport à mes études. Moi, je n'ai pas fait d'études de cinéma, je viens plutôt du monde de l'industrie et donc du coup, ça vous conscientise un petit peu par rapport à ce que c'est que la création de richesse et comment on partage tout ça et comment les rapports de domination s'organisent dans la société. Ensuite, quand on fait des films, on s'intéresse un peu à ce qui nous a fait vivre, ce qui nous entoure. Et moi, j'ai ce rapport-là à la politique, à la gauche au sens large, on va dire, dans cette conscience d'essayer de vivre à peu près correctement tous ensemble quand on sait qu'on est dans un des pays les plus riches du monde. Ça devrait être possible de vivre à peu près correctement tout simplement si on s'organise mieux et si on prend en compte les défis d'avenir. Donc du coup, c'est pour ça que je me sens bien dans cette mouvance-là. Et avec tout ce qui se passe en ce moment, je trouve ça assez intéressant, cette recomposition de la gauche, justement, où enfin on en finit avec cette gauche qui s'appelait gauche, mais qui finalement a fait énormément de tort au mot gauche.
sans vraiment choisir. Et la dissension est arrivée pour moi en 2005 au moment du référendum où effectivement ce Parti socialiste était déjà partagé en deux. Et on a mis 10 ans pour enfin pouvoir reposer, à mon avis, des bases un peu plus claires sur ce qu'est la gauche et ce qu'est vraiment le paysage politique en France aujourd'hui, quoi. Éric Bendzekri, moi j'ai vu récemment Baron Noir à la suite, saison 1 et 2, et c'était très bien. Mais alors, j'étais fasciné, effectivement, Emmanuel en parlait en représentant, de retrouver plein d'anecdotes plus ou moins connues qui ont pu rythmer la vie de la gauche socialiste à travers Baron Noir. Est-ce que forcément on recycle, y compris même dans certains noms qui ont pu être, qui m'ont fait tilt un peu sur ce que j'ai pu en suivre et en connaître de la gauche socialiste dans l'épisode. Et comment on arrive à transcrire ce qu'on a vécu en matériaux de fiction? Très vaste question, donc je vais essayer de répondre très brièvement, mais j'ai écrit avec mon compère Jean-Baptiste Delafont, qui m'a beaucoup travaillé, je pense, pour essayer justement de faire ressortir un petit peu le fond et les sentiments de mon passé en politique. Mais quant à la gauche socialiste, c'est effectivement le point de départ, parce que c'est le dernier courant structuré du Parti socialiste qui se vivait comme une école de formation, une école militante, une école de pensée aussi, ce que n'a plus fait par la suite le Parti socialiste, ou bien qui a tenté de le singer par d'autres courants qui ont leur qualité, hein, mais je le sais parce que je suis un pas trop mauvais connaisseur de l'histoire de la gauche. La gauche socialiste était le dernier courant du Parti socialiste. Pour resituer juste, c'est donc un courant qui est né à la fin des années 80, en 1989, oui, et qui a tentait duré d'alerter sur la dérive libérale à l'époque du Parti socialiste et qui prenait une nouvelle configuration d'union à gauche, rouge, rose, vert. Et qui a explosé un petit peu à l'épreuve de la pratique du pouvoir après le 21 avril 2002. D'abord parce que c'était un courant très engagé face au FN, qui demandait son interdiction au milieu des années 90, et sur lequel qui était porté par trois figures, Jean-Luc Mélenchon, Julien Drey et Marie-Noëlle Lienemann, qui aussi dans leur participation pour les uns au gouvernement, pour les autres, leur non-participation au gouvernement a aussi tendu un peu l'histoire et a fait basculer. Et bien sûr que ça a joué, mais on est vraiment au-delà des égos. On est, je pense, dans une incapacité de faire bouger le cœur du Parti socialiste. Et quand un courant ou un groupe politique se fixe un but et qu'il est incapable d'y accéder, bon, au bout d'un moment, il y a le goût de la défaite. Et le goût de la défaite produit des chemins différents pour chacun et chacune des protagonistes. Mais, cela dit, il y a beaucoup de personnes, de militants encore, ou qui ne sont plus militants d'ailleurs, qui sont passés par la gauche socialiste et on se reconnaît entre nous. Ça reste. Ça ne peut pas mourir. Voilà. Je reprends un peu la question de Stéphane sur le rapport entre films ou séries qui témoignent de la mort de la gauche et une possible renaissance. La question qu'on se pose quand on voit Baron Noir, et la question que je voudrais vous poser, c'est quel est le dosage entre ce qui est de l'ordre d'un témoignage d'expérience, c'est-à-dire retranscrire en fiction des choses que vous avez vécues, présentes ou appartenant à un passé récent, et de politique fiction, c'est-à-dire aussi inventer des hypothèses possibles pour l'avenir. Est-ce que cette question, déjà pour vous, fait sens ? Elle fait énormément sens et elle occupe la majeure partie de nos journées et de nos nuits. Bon. Parce qu'on a l'impression, pardon, que la série veut faire les deux. Elle veut faire les deux. Je ne sais pas si elle veut. En fait, vraiment. D'ailleurs, j'ai lu votre dernière critique qui est impactante parce que c'est pas qu'on veut, c'est qu'on fait comme on peut. Et surtout, on fait comme on peut avec une actualité politique. Les moments d'accélération de l'histoire sont toujours plus faciles à lire après qu'au moment où ils se passent. C'est le principe d'une accélération historique. Nous sommes dans une de ces périodes. C'est donc très difficile pour nous de caler des arches dans Baron Noir. Par exemple,
lorsqu'on fait une série, il faut caler des arches. L'arche, c'est Ouais. soit ce que dessine toute une saison, Ouais. ou ce qui est dessiné pour chacun des personnages importants. Ouais. C'est ça l'évolution. disons. Exactement. On part d'un certain point pour arriver à un autre. Voilà, pour Baron Noir, elles explosent toutes les semaines, ces arches. Qui plus est, lorsqu'un personnage surgit, comme Emmanuel Macron. Il Voilà. n'est pas un personnage de la série, qui est quelqu'un qui existe en vérité. Oui, c'est vrai, mais que c'est les gens un le sachent. personnage dans le monde politique. Quelqu'un qui n'a jamais été élu, qui a 39 ans, qui est... il faut que je fasse attention, c'est filmé. Et qui... je veux dire, voilà, son mouvement, quand même, s'appelle EM. Ce sont ses initiales. Bon, c'est... Voilà. Pour les scénaristes que nous sommes et les amateurs de politique, c'est très impactant. C'est le genre de petits détails sur lesquels nous travaillons, évidemment. C'est ce genre de choses qui nous inspirent. Des détails. Voilà. Des détails, des tics de langage, des témoignages de l'histoire passée. Voilà. Et donc, quant à la question à laquelle il faut que je réponde, j'ai bien compris, même si vous me demandez une recette et je ne l'ai pas moi-même. L'expérience du passé, elle sert à éclairer ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Elle nous donne les clés de compréhension du présent. Parce qu'il est impossible de décréter un nouveau monde. S'il y a un nouveau monde, c'est qu'il y a eu un ancien. Et c'est donc que le nouveau provient de l'ancien. Même lorsqu'il y a une rupture révolutionnaire, c'est avec l'ancien qu'on a rompu. Donc l'ancien continue d'irriguer le nouveau, d'une façon ou d'une autre. Sinon, il n'y aurait jamais eu la fête de la Fédération, non ? Bon. Or, elle a bien eu lieu. Donc, tout cela se passe comme ça. On a des intuitions, des volontés. Il y a mon expérience personnelle. On met tout ça dans un shaker. Et le réel, après, nous donne la tonalité. Et la tonalité pour cette saison 2, c'est une tonalité mélancolique. Alors, Marianne Otero, puisqu'on parle d'irruption dans le nouveau monde, d'ambition révolutionnaire, vous, enfin un peu la même question d'ailleurs, mais à quel moment, qu'est-ce qui a fait que vous vous retrouvez là à Nuit debout, que vous décidez d'en faire un film, de filmer les paroles, d'essayer de retranscrire au plus près le mouvement dans sa longueur, dans sa durée, dans ses contradictions. Qu'est-ce qui vous amène, Place de la République Moi, je suis arrivée sur le mouvement en fait comme militante. Je ne suis pas du tout arrivée au départ comme cinéaste. J'avais un peu de temps. En fait, je venais de finir d'écrire un autre projet, voilà. Et donc, il y avait eu l'appel de Ruffin à la Bourse du Travail qui avait eu lieu fin février de 2016. Et donc, j'y étais allée, comme plein d'autres gens. On se demandait qu'est-ce qu'on allait faire contre la loi El Khomri. Et c'est là qu'avait été décidé qu'on ne rentrerait pas chez nous, donc après la manifestation du 31 mars. Et donc là, il y a eu un mois de préparation, en fait. Nuit debout n'est pas né comme ça du jour au lendemain. Il y a eu un mois comme ça de préparation de ce qui allait avoir lieu ce soir-là. Moi, je suis rentrée dans la commission, parce qu'il y avait 5 commissions déjà, la commission communication, en disant bien que j'étais cinéaste, mais que je ne voulais pas filmer, que je venais pour militer, distribuer des tracts, enfin faire quelque chose que je fais assez peu, parce que je suis toujours attirée par j'ai envie de participer comme ça, puis à chaque fois, il se passe des choses. Bon, là, je m'étais dit, j'ai le temps, je vais le faire. Et puis est arrivé donc le 31 mars, donc j'étais sur la place évidemment, et puis le lendemain j'y suis retournée, et là j'ai été vraiment émue par ce que je voyais, par ce qui se passait là, et le surlendemain encore, et là j'ai pas pu m'empêcher de prendre une caméra, quoi. C'était vraiment parce que ce que je voyais là, cet espace politique qui était en train d'essayer de se créer, qui était en train d'essayer de naître, je trouvais qu'il fallait en laisser une trace et qu'il fallait le filmer. Donc au départ j'ai filmé juste pour mettre des vidéos sur YouTube, comme ça, des petites choses, des séquences, des espèces de plans-séquences. Et puis très vite, j'ai trouvé que c'était, au bout d'une dizaine de jours, je me suis dit que c'était pas suffisant, qu'il y avait un travail qui était en train de se faire, une réflexion qui était en train de se construire, et qu'en fait, il fallait donner du temps au temps, et j'ai eu envie d'en faire un film. Enfin, ce que j'étais en train de penser dans la longueur, ça s'appelle un film, quoi. Mais à quel moment, pardon, je vous interromps, mais à quel moment dans ce processus-là, vous êtes dit que la forme adéquate était celle que vous avez finalement adopté, c'est-à-dire c'est assez difficile votre film est construit comme une suite de paroles continues, et en même temps ce sont des paroles tantôt en petit comité, tantôt au comité plus large, et ce que vous avez essayé de faire, il me semble, c'est de montrer comment, en ce sens-là, je trouve que c'est pas le slogan du film, mais qui dit comment parler ensemble sans parler d'une seule voix, résume assez bien ce que vous avez voulu faire. C'est-à-dire comment est-ce que dans un lieu unique, porté au départ par un projet commun,
on essaye de respecter la multiplicité des paroles tout en essayant de faire sortir de cette multiplicité quelque chose et pas simplement un brouhaha. À quel moment vous vous êtes dit que c'était disons, la façon adéquate de procéder, ce qui, par exemple, a dû vous oblige à faire des choix assez drastiques, à laisser les choses, à commencer à accompagner un peu le travail d'une commission, puis l'abandonner, et en fait à passer sans cesse d'une chose au sein d'un même lieu, mais quand même de passer d'une chose à une autre. Non, c'est-à-dire que quand j'ai commencé, quand je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui était en train de se mettre en place, que chaque jour, que c'était vraiment un travail, voilà, que les gens revenaient, qu'ils essayaient d'élaborer quelque chose, je me suis dit que ce qui était intéressant, c'est de voir cette construction. Et pour voir cette construction, il fallait s'installer dans le temps, se dire que ça allait durer, c'est-à-dire que ce n'est pas des petites séquences. Et effectivement, il fallait choisir. Je ne pouvais pas tout filmer. Il se passait des milliards de choses sur cette place. Enfin, il y avait des tas de situations, des tas de lieux de réflexion, des tas de commissions, des tas de... Et donc, j'ai choisi, je me suis dit, il faut que je choisisse quelque chose, enfin, un axe. Et j'ai choisi l'axe qui, moi, m'intéresse dans tous mes films, qui est celui de la parole, enfin, qui est comment... la mise en scène de la parole, au fond. Vous n'avez pas cité Histoire d'un secret, mais ça fait assez écho à celui-là, parce que c'est un film où je me suis vraiment beaucoup posé cette question, d'autant plus que c'est un film qui avait à voir avec ma famille, mais que ce soit Entre nos mains, dans l'entreprise ou dans le collège, etc. Ce qui m'intéresse, c'est comment mettre en scène la parole de façon à ce que cette parole soit entendue. Et au fond, cette commission Démocratie sur la place que j'ai choisi de suivre et l'Assemblée qui... En fait, cette commission, son travail, c'était de mettre en scène la parole. C'est-à-dire de faire en sorte que les gens puissent s'exprimer de façon égalitaire et que surtout ils puissent être écoutés, parce que parler, c'est bien beau, mais si personne ne vous écoute, ça ne sert pas à grand-chose. Et il se posait au fond des questions de mise en scène, et c'est ça qui m'a accroché aussi, c'est-à-dire que c'était à la fois l'invention de ce collectif, d'un collectif différent, horizontal, sans leader, sans représentant, mais aussi cette recherche d'une mise en scène de la parole qui fait écho à mon travail. Et c'est donc là, à ce moment-là, je me suis axée là-dessus en me disant que j'allais suivre. C'est un mot que j'aime pas beaucoup, mais bon, parce que on essaye quand même malgré tout de devancer, même si là, je pouvais difficilement devancer. C'était bien toute la difficulté de ce tournage. Hein. Mais en tout cas, voilà, de m'axer là-dessus. Puis l'autre décision que j'ai prise assez rapidement, qui évidemment est totalement inverse des autres films, c'est de ne pas choisir de personnage. De pas, alors non seulement, c'est pas un film sur des leaders, ni des représentants, mais en plus, il n'y a même pas de personnages. Dans mes autres films, c'est des films chorales où il y a quand même plusieurs personnages. Et là, je me suis dit que j'allais pas axer le récit, ce qui est quand même compliqué. Hein. Et ça, pardon, vous l'avez su tout de suite? Ou est-ce que vous avez été tenté maintenant? Vous n'avez pas été tenté d'extraire? Non, très vite. Enfin, parce que je sentais bien que ça n'aurait pas été du tout adéquat avec la manière dont les gens étaient sur cette place, quoi. C'est-à-dire, si j'étais allée chercher des gens, parce que c'est quand même plus facile, même en documentaire, hein, de construire... si j'étais allée les chercher, s'ils avaient senti que j'essayais de construire... D'abord, ils auraient refusé, je pense, ceux qui étaient sur la place. Eux-mêmes, ils auraient refusé. Et puis, moi-même, je ne me sentais pas à l'aise, parce que ce qui était intéressant, c'était cette circulation. Donc, il ne fallait pas que je m'arrête sur un tel... J'avais pas envie, moi, de m'arrêter sur un tel, plus que sur une telle, plus que... Ce que j'avais envie de voir, c'était vraiment la circulation de cette parole. Donc, donc j'ai décidé très vite de ne pas héroïser qui que ce soit et de me lancer un peu comme ça, sans filet, dans un film où il n'y aurait pas de personnages principaux et où je pouvais difficilement anticiper ce qui allait se passer, ce qui est quand même difficile en documentaire. Pardon, petite dernière question. On dit souvent que... Enfin, on disait pendant longtemps, en tout cas jusqu'à l'introduction du numérique, qu'en gros, il fallait choisir. Ou on filme ou on participe. Parce que filmer, c'est pas rien. Est-ce que du jour où vous avez décidé de venir avec votre caméra, vous avez dû cesser d'être une militante au sein de ce mouvement, ou vous avez pu faire quand même un peu les deux? Non, j'ai pas pu faire les deux. J'ai une ou deux fois, je suis intervenue en filmant, mais c'est vrai que ça devenait très compliqué parce que les gens répondaient du coup à ce que je disais, mais du coup ils attendaient aussi ma réponse. Enfin voilà, on pouvait très vite. Il y a quand même, je me pose quand même des questions de cinéaste du coup, c'est-à-dire de comment construire le récit, de quelle parole il faut que je sois attentive de recueillir dans quelques jours sur cette question, est-ce qu'elle va revenir, enfin, voilà, c'est tout de suite, je me pose des questions de construction, et puis surtout, comme je n'avais pas du tout pu anticiper, puisque d'habitude, si on peut parler d'habitude, mais enfin, sur les quelques autres films que j'ai faits, il y a quand même à chaque fois des repérages qui permettent d'anticiper, c'est pour ça qu'on peut faire un documentaire, c'est qu'au fond, les choses se répètent. Mais là, je ne savais pas du tout ce que ça allait devenir. Donc, il fallait une énorme concentration pour essayer d'analyser, de se dire, bon, oui, peut-être que c'est ça quand même, le problème, ça va être celui-là, la question qui se pose,
qui a l'air de surgir, ça va être celle-là, c'est celle-là qu'il faut suivre. Enfin voilà. Donc c'était impossible de participer en même temps, même si j'ai continué par exemple à aller aux manifestations, qu'au départ je n'avais pas décidé de filmer. Mais donc au début je suis allée aux manifestations sans filmer, et quand j'ai vu la violence terrible qui se mettait en place contre les manifestants et aussi contre ceux qui filmaient d'ailleurs, et quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il était important d'inclure ça dans le film, et donc je suis allée filmer aussi les manifestations, quoi. Voilà. On va continuer à aborder notamment la relation de vous comme citoyen et cinéaste avec vos héros. On va quand même voir avant cela la bande-annonce de la série Baron Noir, et on se retrouve dans quelques instants. On peut se voir vite? C'est trop risqué là, si on nous voit ensemble, c'est fini pour moi. On fait comment alors? Je t'ai rien promis, Philippe. De toute façon, toi et moi, on n'a plus le droit que de discuter, non? Coucou papa. Alors, Londres, ça va? C'est quoi ce bruit? Non, c'est rien, c'est rien. Vous savez ce que c'est de vivre avec ça? C'est pas moi qui ai fixé le montant de votre caution, 60 000 €, monsieur. Je n'ai pas peur d'être une républicaine. Je n'ai pas peur de vous. Depuis que je suis sorti de tôle, j'ai qu'une idée en tête. Refaire l'union de la gauche pour qu'Amélie soit forte face au Front National. Je te donne ma vision, mon avis, mes idées, et après, c'est toi qui agis. Le PS peut plus rien faire sans toi. C'est ton moment. Je n'ai pas quitté le PS par lassitude de la vie minoritaire, je l'ai quitté par conviction. Il nous crache dessus et toi tu dis amen. Un renversement d'alliance du PS vers le centre, ça c'est du jamais vu, non? Je suis désolé, mais je suis plutôt assistant. C'est toi ou c'est moi qui en étais à bord, juste pour avoir le droit de dormir la nuit? Qu'est-ce que tu fais là en fait? C'est chez moi ici. Tu sais ce que c'est d'assumer le regard de sa fille au parloir? Ah non, Salomé. C'est pas un truc qu'on choisit. Ça se respecte et ça rend fier. Ennemi d'hier, ami d'aujourd'hui. T'as aucune chance de revenir un jour. La politique, c'est comme le jazz. Quand tu fais une fausse note, faut que t'insistes dessus. Personne n'a jamais gagné une élection en sortant de tôle. Et là, ça devient une impro culte que tout le monde essaie de placer. Création originale Baron Noir, saison 2, lundi 20h55 sur Canal+. Emmanuel. Oui, il y a une chose dont on avait envie de parler ce soir avec Stéphane, qui peut-être un point de rapprochement entre vos trois travaux, bien qu'ils soient évidemment très, très différents. C'est le... Bon, quand on filme la politique, en général, que ce soit à la télévision ou au cinéma, on ne peut pas ne pas répondre à un certain état médiatique de la mise en scène de la politique, et la manière dont la politique se met en scène à travers les médias. Et souvent, on est tenté de vouloir passer à travers le miroir. Ne pas s'en tenir aux petites phrases, aux choses comme ça qui font la une des journaux, mais montrer le dessous des cartes. Alors, j'ai l'impression que dans vos trois films, cette question-là ne se pose plus, en tout cas se pose différemment. Dans le Baron Noir, il n'y a plus du tout cette opposition qui a longtemps structuré les récits sur la politique, entre d'un côté les convictions et de l'autre côté les tractations de couloir. Philippe Rickwart, c'est quelqu'un qui passe son temps à aller de l'un à l'autre et à ne pas faire la différence entre les deux. Qui, de ce point de vue-là, est un personnage assez neuf, il me semble, dans le paysage fictionnel français, en tout cas à gauche. C'est pas quelqu'un qui, parce qu'il est à gauche, serait innocent, et puis parfois il serait rattrapé par la réalité. Il conjugue les deux. Dans votre film, Gilles, bon, je les mets dans le même sac, c'est un peu artificiel, mais bon, ce qui est frappant, et je pense que tout le monde l'a remarqué, et toi, Stéphane, qui connais bien Mélenchon, le confirmait, c'est que Mélenchon ne fait pas de off. Votre film, vous êtes auprès de lui, mais à aucun moment on a l'impression d'être vraiment dans de la confidence. Il est homme politique et il est Mélenchon intégralement du début jusqu'à la fin. Et il n'y a pas de moment où quelque chose comme ça. Il n'y a pas sa famille. Voilà, il est comme il est. Il est comme il est, c'est ça. Oui, oui. Pour certains, on peut avoir l'impression que c'est du off parce qu'il apparaît différent de l'image qu'on a de lui, disons plus calme, pour le dire, voilà, plus gentil, pour le dire comme ça. Et dans votre film, ce que vous avez dans l'Assemblée, Marianne Otero, ce que vous avez fait, c'est simplement suivre des trajets de parole, disons à la surface des discours, sans vouloir forcément non plus, disons, en reconstruire la jeunesse, sans vouloir là aussi passer de l'autre côté, si je puis dire. Voilà. Est-ce que ça vous semble être quelque chose qui est pertinent par rapport à... Je ne sais pas par qui on peut commencer, peut-être par vous, Gilles, parce que c'est peut-être dans votre film que c'est le plus clair, cet étrange rapport au off qui fait que ce film n'a été possible que parce que vous bénéficiez sinon d'une intimité, d'une proximité particulière avec Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il vous est sympathique personnellement et vous ne vous en cachez pas aussi idéologiquement, et en même temps, c'est pas le vrai Mélenchon. En tout cas, le film ne fonctionne pas là-dessus. C'est-à-dire qu'il est moins éruptif, il est moins colérique, il est moins sensationnel, si je puis dire, que
que ce qui est sur montré, plein des plateaux de télé. ce qui est montré en général de Que lui. ce qui est montré en général. C'est ça. Je crois qu'il faut recadrer aussi ça. Oui. Ce qui est montré de Jean-Luc Mélenchon habituellement, effectivement, c'est son rapport aux médias, puisqu'il est toujours montré via le regard que les médias portent sur lui. Et comme son rapport est conflictuel, enfin, avec sans guillemets d'ailleurs, souvent, eh ben, on n'a que cette image-là de lui. Moi, effectivement, j'ai eu la chance de le suivre et d'être vraiment dans l'intimité de sa campagne et très proche de lui parce que c'est quelqu'un qui marche tout à la confiance. C'est pour ça qu'il y a cette... Moi, j'estime que c'est de l'intimité parce que sa vie n'est que politique. Donc, là, sa vie intime et sa vie, c'est de la politique. Donc, il est là, c'est lui, il est comme ça, quoi. Mais son rapport avec les médias et sa préoccupation pour les médias, c'est une petite partie de sa vie, mais on ne voit que celle-là habituellement. Donc, effectivement, quand vous dites il est gentil, il est comme ça et comme ça, c'est effectivement, c'est pas ce côté-là qu'on voit habituellement. Mais pour ceux qui le côtoient, une fois qu'on est passé de l'autre côté de la barrière médiatique, voilà, c'est aussi un homme qui a des moments de rigolade, ses moments de réflexion, ses moments de culture, et quelqu'un qui est très posé. Mais effectivement, le miroir est assez déformant parce que son rapport est conflictuel avec les médias et qu'on ne le voit qu'à travers l'œil des médias. Et donc, du coup, je comprends que parfois, ça peut être déstabilisant parce que justement, cette image médiatique qui a été construite, enfin, beaucoup utilisée, effectivement, dans mon film, c'est pas cette image-là qui est montrée. Donc ça gêne aussi. Mais vous n'avez aucun moment, sur toute la période, d'ailleurs, vous pouvez nous redire à peu près combien, enfin nous dire combien, quelle était votre relation, la rythme de façon de l'avez suivi. À aucun moment vous n'avez de moments de colère, d'explication. Non, c'est une vraie question parce que moi je pensais. Vous êtes battu quand même à un moment. C'est la question que tous les journalistes me posent. Ouais. Mais par contre, c'est la question qu'aucun spectateur me pose. Ouais, non, c'est vrai. Moi, je comprends pourquoi vous dites ça, mais en fait, je me suis posé la question aussi parce que. Je nie pas les rapports conflictuels qu'il a. Je ne veux pas en faire un saint par rapport à ça. C'est pas la question. Mais sauf que comme c'est quelqu'un qui marche tout à la confiance, une fois qu'on est avec lui, dans son équipe de campagne, et en plus dans cette campagne-là où il n'avait pas à composer avec le PC, avec toutes les composantes du front de gauche, il n'avait que des copains qui se connaissent depuis 15 ans, beaucoup de jeunes, qui étaient chacun à leur poste, avec une campagne qui finalement a été menée, les sondages n'ont fait que monter, avec des gens qui, autour de lui, tout marchait bien, donc il n'y a eu aucun conflit. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas essayé ni d'améliorer son image au montage, ni d'essayer de l'enfoncer. Le but, c'était de faire quelque chose qui était le plus sincère possible. Et effectivement, je me suis fait la réflexion avec son directeur de campagne, Manuel Bompard, que j'ai recroisé il y a quelques mois, où il me disait, effectivement, on ne s'est jamais engueulé pendant la campagne. Alors qu'il y a, dans une campagne électorale, il y a plein de raisons de s'engueuler. Enfin, pour ceux qui ont fait des campagnes électorales, il y a de la tension, il y a du truc. Et donc, du coup, effectivement, ce n'est pas du tout l'image qu'on a de ce Mélenchon qui gueule, qui s'énerve et tout. Mais parce qu'à l'intérieur de la campagne, ça s'est vraiment passé comme ça, quoi. Ah, parce que moi, je repensais notamment au film d'Yves Violent qu'il avait fait sur le président Georges Frêche, pas celui qu'il a fait sur l'autre président François Hollande, mais où il y avait un dispositif similaire, c'est une vraie confiance accordée par le protagoniste au réalisateur. Mais voilà, mais du coup, on a le Georges Frêche, le film donne à voir un Georges Frêche effectivement aussi génial que brutal alors que là, c'est vrai qu'on n'a que le Mélenchon apaisé. Mais j'entends ce que vous dites sur le fait qu'il a une campagne, il n'a pas d'hostilité en interne. Faut pas exagérer non plus, il n'est pas que apaisé dans le film. Oui, apaisé ou tribunicien. Oui, voilà, c'est ça. Ça reste un personnage. Moi, c'est ce qui m'a intéressé pour faire le film. Je dis, c'est pas les idées politiques qui m'intéressent. Quand je fais des films, en général, c'est parce qu'il y a une personne que je trouve intéressante et c'est toujours une rencontre qui me donne envie de faire le film. Bon, il se trouve qu'effectivement, on s'était connus sur un de mes films précédents et que du coup, il avait vu mes préoccupations sociales, environnementales, tout ce que vous voulez. C'est pour ça qu'il y a cette confiance-là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des personnages qui ont du relief et qui sont capables de mettre de l'émotion, qui sont capables de mettre du rire, qui sont capables de mettre de la colère. Et là, dans ce film, il y a tout ça parce que lui, il est comme ça. C'est un Méditerranéen et on ne s'ennuie pas. Vous citiez le film de Geland sur François Hollande, on s'ennuie un peu plus déjà. Hein. Bon, ben voilà, même à Hollande qui aurait porté le même programme que celui de Mélenchon, on serait quand même. J'aurais pas fait le film, quoi. Voilà. Quand Emmanuel parlait de l'absence du off, pour essayer de relier un peu artificiellement vos œuvres respectives, moi, ce qui me marquait et qui recoupe un peu la même chose dans Baron Noir, et que Emmanuel relève dans l'article qu'il a récemment publié sur la série, c'est l'absence de communicants. Où on voit, alors c'est peut-être aussi assez propre à la gauche socialiste, où on savait faire soi-même sa propre communication de sa propre politique, mais de fait, c'est vrai que dans un univers où
Euro-RSCG devenu Havas, c'était l'alpha et l'oméga de la vie politique. C'est vrai que la communication n'est pas absente, mais il n'y a pas de profil de communicant. Ce qu'on pourrait aussi d'ailleurs vous dire, Gilles, où on voit très peu de communicants dans votre film, et encore plus Mariana, où on ne voit pas de volonté de communication ou d'organisation communicationnelle. Mais quel était ce parti pris pour vous, Eric Benzekri, de ne pas faire apparaître Stéphane Fuchs, quoi. Dans toutes les séries disons, américaines qu'on cite toujours sur la politique, notamment dans House of Cards, la présence de la bête en communication, ou dans L'exercice de l'État, le film de Pierre Scheller, je crois que c'était Zabou Breitman qui jouait la spécialiste en communication, je peux me tromper, et c'est toujours des personnages qui sont censés apporter un savoir spécifique par rapport auquel, en général, on décrit les hommes politiques comme étant un peu ingénus, un peu naïfs par rapport à la communication. Là, en l'occurrence, je rejoins absolument ce que dit Stéphane, votre Philippe Rickwart, c'est à la fois un super homme politique et un super communicant, il cumule. Jean-Luc Mélenchon aussi. Oui, c'est ça. En réalité, c'est une dichotomie qui n'existe pas. Il ne faut vraiment pas avoir d'idée du tout pour avoir un grand besoin de communicants au point qu'ils vous suivent du matin au soir comme dans les films américains. Mais c'est pas comme ça. L'utilisation d'un communicant peut intervenir à certains moments, des points clés, ou avant une campagne pour tester un fil de campagne, des arches, puisqu'il s'agit d'un scénario, d'une campagne. Voilà. Donc, mais dans le réel, c'est pas du tout comme ça. Par ailleurs, oui, Philippe Rickwart est un communicant de génie. Voilà. Donc, on va pas faire un personnage plus fat que lui et le mettre à ses basques, ça n'a pas de sens. Bon. Et si je peux me permettre un propos un petit peu politique, j'essaye vraiment de réduire au maximum ma parole politique en tant que telle, donc voilà. Mais Baron Noir est un film, une série sur l'impuissance du politique à l'heure de la mondialisation. Voilà. Bon. Donc la construction de récits est un peu tout ce qui reste. C'est un peu mon avis. Au fond du fond, c'est ce que je crois. Voilà. Mais du coup, c'est ça qu'on fait. C'est-à-dire, vous dites la communication, elle est absente, elle est, pour moi, du début à la fin. Oui, mais sans être désigné par des communicants. Non, on va pas. Pourquoi au juste? C'est vraiment. Alors, on s'est évidemment posé la question. Par ailleurs, il y a une série qui l'a fait, les Hommes de l'ombre. Donc, pourquoi pas? Mais au bout d'un moment, vous n'accédez pas au fond des personnages politiques quand vous faites ça. Parce que vous êtes avec le filtre du communicant. Est-ce que le politique dit tout au communicant ou pas? On ne sait pas, on ne le saura jamais. Bon. Vous parlez d'impuissance politique. Oui. Et en même temps, le personnage que Jean-Baptiste Delafont et vous avez inventé, le Baron Noir, Philippe Rickwart, c'est un homme politique intégral. Absolument. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quelqu'un, il n'a pas chez lui de zone qu'on pourrait éclairer avec autre chose que de la politique. Son rapport à sa fille, et en même temps pour ceux qui ont vu la saison 2, son rapport à sa fille va se résoudre à travers la politique. Bon, pour annoncer la saison 3 aussi, mais voilà, c'est quelqu'un non, mais qui ne vit que par la politique, ce qui ne veut pas du tout dire d'ailleurs qu'il serait un homme de passion froide, mais dont toutes les passions vont vers la politique. C'est-à-dire qu'il est... Donc de ce point de vue-là, ce qu'il incarne aussi, c'est un refus de cette impuissance. C'est une négation peut-être aveugle, mais une négation très forte. C'est super de discuter avec vous. non, mais vraiment, non, ça me fait très plaisir parce que c'est vraiment ce qu'on essaye de faire sans le surligner. Et des fois, c'est trop surligné et on fait comme on peut. Mais vraiment, c'est ça qu'on veut dire. Ouais, bien sûr, c'est une forme de résistance. C'est un militant, Rickwart. Plus qu'un homme politique, c'est un militant. D'ailleurs, vous voyez, il n'a plus rien. En réalité, il n'a rien, il n'a plus de mandat, il n'a rien, et dans la deuxième saison, il se bat quand même pour son camp. Et s'il se bat pour son camp, je vais encore plus loin, c'est pour son pays. Vous voyez, donc voilà, nous voulons raconter des hommes, des femmes et des hommes qui se battent pour leurs idées. Après, il y a des chemins. Des fois, c'est compliqué et on fait des concessions à soi-même, à ses propres idées. Et c'est valable pour un révolutionnaire comme pour un réformiste, et j'imagine comme quelqu'un qui
qui appartient à la famille de la droite. Et d'ailleurs, pour en connaître beaucoup, oui, c'est le cas. Et vraiment, c'est la même chose pour eux. Et c'est un film de défense de la politique. On l'a souvent présenté comme une ode au cynisme, c'est le contraire. Mais moi, en tout cas, pour ramener au film que j'ai fait, c'est vrai que sur Jean-Luc Mélenchon, la politique, c'est sa vie, et c'est aussi une réhabilitation de la politique, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui réfléchit, qui pense politique, qui sa vie est tout tournée autour de ça. Et effectivement, moi, j'ai fait ce film avec lui uniquement si j'étais débarrassé des communicants, pour le coup. Le film ne tient que parce que j'ai un accès direct avec lui, et ça m'intéressait que dans ces conditions-là. Sinon, je l'aurais absolument pas fait. J'ai l'impression que ça réhabilite aussi la politique, cette façon de faire, parce qu'on voit que c'est pas des machines à communiquer, c'est des êtres humains qui vivent la politique du matin au soir. Vous pensez pardon, qu'en laissant de côté les questions idéologiques, si vous aviez choisi un autre, pour avoir côtoyé direct dans les débats l'équipe, par exemple, de Macron, c'était absolument pas ça. C'était une équipe de communicants, pour le coup. Lui n'a fait que de la communication. On a même, jusqu'à la fin des élections, c'était difficile de connaître son programme politique. Parce qu'en fait, ils ont été très forts. Je ne veux pas leur enlever leur mérite et tout ça, mais il y a eu une part de la communication qui était hyper importante. Si vous regardez quelle était son équipe, que des mecs d'ailleurs qui étaient autour de lui, principalement, c'est vraiment des très 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 forts communicants où la communication était hyper présente. Et là, la place du politique, on le voit d'ailleurs dans le film qui a été réalisé pour TF1, qui a été diffusé, on ne parle jamais de politique pendant cette campagne-là. Et moi, c'est pas ce qui m'intéressait en allant filmer Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'en fait, on parle beaucoup de politique du matin au soir, parce que c'est sa vie, il vit qu'à travers ça, quoi. Et en même temps, alors, est-ce que vous le minorez ou pas? Je vais être plus prudent que sur ma question précédente sur le communicant. Mais les sondages qui ont, pareil, ô combien pourri la vie politique des hommes politiques ces dernières années, au point d'être fixés que sur ça et d'oublier un peu de réfléchir, sont également très peu présents dans vos films. Excusez-moi, Mariana Otero, là je vous mets de côté, parce que logiquement ils n'étaient pas présents, et Dieu merci, à Nuit debout. Là où quand même, ils rythment aujourd'hui la vie à l'Élysée, à Matignon, mais également la vie de Jean-Luc Mélenchon, qui non, mais je veux pas les a dire qu'il y beaucoup a pas- critiqués, mais bien il sûr. les regarde beaucoup, les a beaucoup regardés. Évidemment, je ne veux pas dire qu'autour de lui, si leur campagne a bien fonctionné comme ça, évidemment qu'on fait de la communication et qu'il y a de la communication politique. Là, je vous parle vraiment de la personne filmée, lui, en l'occurrence, où justement, pendant de longs moments, on était débarrassé de ces filtres-là, et le fait d'avoir ce rapport direct dans la proximité avec lui, on n'est pas dans cette logique-là. Et je crois que c'est ce qui peut faire son handicap par moment, par rapport à des traits de caractère qui peuvent paraître détestables chez certains, et qui font aussi sa force, parce que ces traits de caractère-là, chez d'autres, sont vus comme des qualités, et il en devient touchant. Et vous, Mariana Otero, dans un film qui forcément n'a pas la même intensité de récit, enfin en tout cas qui est bien un ovni d'une certaine manière cinématographique. Qu'est-ce que vous avez vu du monde ancien dans ce nouveau monde qui cherchait à naître? Juste d'abord, je voudrais réagir un peu sur... parce que ce qui m'a touchée, moi, quand j'étais justement sur la place, c'est que la politique, ça intéresse énormément de gens, en fait. Beaucoup plus que tout ce qu'on dit. C'est-à-dire que ce qui était beau, là, sur cette place, c'est que ce qu'on voyait, c'est que les gens s'intéressent énormément et réfléchissent beaucoup à la politique, beaucoup plus que ce qu'on veut nous faire croire, qu'ils seraient désintéressés, etc. Ou que ou l'abstention, c'était pas du tout. Au contraire, l'abstention a été un vrai geste politique, parce que juste ce qu'ils ne veulent plus, c'est une politique où il faut voter pour des partis, etc. Enfin, et moi, ce qui m'a touchée, c'est de voir ça, c'est de voir les gens qui s'emparaient de. Par exemple, moi, le thème qui m'intéressait quand j'ai filmé, c'est celui de la démocratie, de refonder la démocratie, de refonder une constitution, etc. Mais c'est incroyable ce que les gens s'interrogeaient, par exemple, sur le vote. Enfin, moi quand j'ai entendu la première fois la phrase qu'une des filles dit on va pas voter, on va discuter toute la nuit. Au début, je me suis dit mais on va aller où comme ça? Effectivement, c'est un peu étrange. Et puis, au fur et à mesure que j'ai passé du temps, et que j'ai entendu tout ce qu'ils disaient et tout, j'ai compris que oui, il y avait d'autres possibilités. On pourrait faire autrement que voter au vote majoritaire. Il y a d'autres manières de prendre des décisions. Le tirage au sort aussi, par exemple, c'est une façon de faire de créer des assemblées qui pourraient être vachement intéressantes. Et en fait, on voit que les gens ont beaucoup plus d'imagination et abordent beaucoup plus de choses
que ce qu'en général est abordé dans ce qu'on peut entendre dans les médias, dans les émissions politiques, pas forcément ici, mais enfin en général, ou même abordé par les hommes politiques. Et je trouve que là-dessus, Nuit debout alors c'est là que ça a ouvert, je pense que par rapport au monde ancien, justement, a ouvert des thèmes et a imposé des thèmes à la campagne présidentielle qui n'avaient pas du tout été autant abordés avant, que ce soit sur le travail, que ce soit justement sur une autre manière de faire les assemblées avec une partie qui pourrait être tirée au sort, plus de proportionnel, etc. Enfin, alors que les anciennes campagnes étaient basées sur les problèmes de sécurité, etc. Là, se sont imposés d'autres thèmes. Et je pense que Nuit debout n'y est pas pour rien. Et c'est-à-dire, quand je dis Nuit debout, en fait, c'est les gens, quoi. C'est juste... C'est les gens qui ont envie d'une autre manière de faire de la politique, quoi. Et qui ont envie de beaucoup plus pouvoir s'impliquer. On est quand même dans un monde assez absurde, où, en fait, le seul moment où on demande aux gens de faire de la politique, c'est en allant voter. Et on vote de façon tout à fait solitaire, en cachette, vite fait comme ça le dimanche... Sans avoir eu la possibilité de vraiment se rencontrer. Ce qu'il faudrait, en fait, ce serait, vu ce qu'on voit ce qu'on voyait Place de la République, ce que les gens ils aimeraient, c'est se réunir pendant une semaine, ne plus travailler, on se réunit, on discute. On ne va pas dans des meetings de parti, parce que ça, quelque part, si on y va, c'est qu'on a déjà une idée en tête. Non, on va discuter sur la place et réfléchir, et après, on va voter. Ça devrait être un grand geste collectif. Alors que finalement, on est dans un geste individuel. Et je pense que ce que moi j'ai vu et ce qui m'a ému sur cette place, c'est ça. C'est ce que j'ai voulu raconter dans le film, au-delà de juste l'événement. Hein, c'est vraiment ce désir de politique qui habite tout un chacun, bien au-delà que des hommes politiques ou des femmes politiques. Quoi. On va regarder la bande-annonce de votre film, Mariana Otero. Je me tourne vers la régie parce que j'ai fait un piège. On n'avait pas prévu de passer dans cet endroit-là. Mais on va justement, pour illustrer votre parole, regarder la bande-annonce de l'Assemblée. En 15 jours, on n'est pas d'accord sur quelle société on veut. Si on est anticapitaliste, anti-ceci, tout ça, ça débat. Et ça doit débattre. Et c'est normal, il faut du temps. Donc, pas de vote. Le fait de voter, de discuter, de donner un avis consultatif à un moment M, c'est intéressant, c'est déjà bien. Les assemblées peuvent avoir plusieurs objectifs. Décider, proposer, organiser, débattre, rendre compte. Qui aurait dit il y a un mois qu'on aurait pu se poser devant ce qu'on appelle l'Assemblée nationale et opposer à cette fausse Assemblée nationale une Assemblée populaire, improvisée avec un mégaphone. C'est un véritable changement de système dont on a besoin. On a été fortement détruit parce qu'on a fait confiance à un schéma qui a été institué et qui aujourd'hui nous trahit pleinement dans ce pouvoir qui nous appartient individuellement, qui est le droit de transformation de la cité. C'est un symbole, la place de la République. C'est pas uniquement quelque chose où se réunissent des gens qui parlent. C'est un lieu qui a matérialisé le refus d'un monde. Nous apprenons tous ensemble cette démocratie que nous voulons inventer. Si on dit Nuit debout décide que, tout le monde va nous tomber dessus pour nous dire non, Nuit debout décide pas que. On ne peut pas parler de ce truc en tant qu'unité. On va où ? Je permets de prendre la suite de ce que vous disiez tout à l'heure et ce qui me semble bien qu'on voit bien à travers la bande-annonce. C'est la beauté de votre film, c'est que les gens de l'extérieur de Nuit debout avaient tendance à dire bon, tout ça c'est bien joli, mais de quels effets ça va être suivi ? Ce que vous montrez dans votre film, c'est que cette question, elle est seconde, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de savoir de quel effet politique ce mouvement va être suivi a posteriori. L'événement politique tient déjà dans le partage de parole, dans le fait même. Ce qui est dit, à un moment quelqu'un a dit on donne son avis, c'est déjà bien. Bon, c'est une formulation un peu simpliste, mais le film le montre très bien, qu'il ne fallait pas, peut-être il ne faut pas être mélancolique ou se réjouir, comme peuvent le faire certains, d'une certaine manière, de l'échec de ce mouvement, mais considérer qu'il a constitué en lui-même un événement. Et il me semble que c'est aussi ce que montre très bien votre film, et qui, moi, me permet de retomber un peu sur mes pieds, c'est-à-dire de dire, voilà, ce que vous filmez, c'est de la politique en acte. Pas quelque chose qui serait l'à côté, l'en dessous, l'après, l'avant. Mais cette place,
elle a fait de la politique. Elle n'a pas été simplement la prémisse ou l'échec. Absolument. Et ça, c'est une chose, dans les débats, cette question est souvent apparue de la part de certains spectateurs. Est-ce que c'est... Il y a quand même, bon, alors oui, c'est bien, mais est-ce que c'est un échec ou une réussite? Et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est-à-dire que la question, il ne faut pas la poser comme ça. Enfin, c'est ce qui s'est passé qui est important. C'est ce qui a eu lieu sur cette place, ce par quoi les gens ont été traversés en allant sur cette place, par le fait de reprendre la parole, par le fait d'écouter d'autres qui prenaient la parole, de partager ça à ce moment-là. C'était ça qui était important. Il n'y a pas à mesurer avec un filtre, je dirais, productiviste presque, qui serait de se dire qu'est-ce que ça a produit comme programme, comme proposition, etc. C'était pas ça qui était important. Ce qui était important, c'est que des gens, pour rebondir un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure sur une forme d'impuissance, là je dirais le contraire, c'est qu'il y a une forme de puissance juste là, en acte, au moment où on y est, quoi, de réfléchir, et c'est ça la politique, c'est réfléchir. Donc effectivement, il ne faut pas se dire échec ou réussite, c'est ce qui a eu lieu qui a été important. Oui. Et j'espère que le film, justement, l'induit. Et justement, ces films sur la parole politique s'accompagnent derrière je ne sais pas si c'est de libération de parole, mais en tout cas d'une continuation de la parole ou de l'échange sur la politique, puisque vous, Mariana Otero, vous en parliez, vous avez vendu, entre guillemets, vous êtes allé derrière à la rencontre du public avec ce film. Vous aussi, Gilles Perret, vous êtes en ce moment en train de parcourir les salles, tout à l'heure même vous rendez. Comment justement on perpétue des films centrés autour de la parole politique avec la parole des spectateurs sur la politique derrière? Comment ça se passe? Je crois que, comme disait Mariana, les gens sont globalement intéressés par la politique et je pense qu'on fait partie des réalisateurs qui nous déplaçons le plus pour accompagner nos films documentaires. Donc on circule un petit peu partout en France et c'est toujours des bons moments d'échange, quoi. Après, sur ce film-là, particulièrement, il y a l'apparente sérénité qui est dans le film et transparaît dans les débats. Il y a des gens de droite qui viennent voir ce film, qui passent un bon moment de cinéma. Donc du coup, les échanges sont très, très intéressants. Et ils vont pas voter pour Jean-Luc Mélenchon pour autant. Hein. Donc en fait, il y a des vrais moments d'échange politique qui se perpétuent et qui se poursuivent. Dans les salles, c'est intéressant. Après, nous, notre gros problème sur ce film-là, c'est qu'il y a des blocages terribles. Tout le monde a quelque chose à dire sur Jean-Luc Mélenchon. Et les exploitants de salles aussi. C'est-à-dire, ont des comptes à régler et il y a des blocages dans la tête des gens parce que c'est quelqu'un qui est clivant. Et donc, du coup, on a beaucoup de salles ou des villes où ce film ne sort pas uniquement parce que le programmateur du cinéma de la ville dit Mélenchon, c'est juste pas possible. Parfois même sans avoir vu le film, sans avoir souhaité voir le film. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, on se retrouve... le distributeur, Jour de Fête, c'est leur 87e film qui sort. Ils n'ont jamais eu autant de difficultés, ils n'ont jamais vu ça, quoi. Tout est irrationnel et le problème porte sur le personnage du film et pas sur le film. C'est difficile de parler du film avec certains exploitants de salles. Donc on est des fois dans des situations ahurissantes. Alors, il y a des cinémas qui jouent le jeu, qui ne se posent pas de questions, il ne faut pas trop noircir le tableau. Mais c'est incroyable parce que le distributeur se trouve à discuter de Jean-Luc Mélenchon et pas du film, alors que moi je fais des films, on parle de cinéma quand on... Et on a vraiment sous-estimé ça, mais donc du coup, on dépense une énergie folle là où on ne devrait pas en dépenser normalement s'il n'y avait pas cette question politique, et en plus sur un personnage politique qui est encore en action, si on peut dire. Faire un film sur un homme politique qui n'est plus en action, ça serait certainement plus facile. Mais donc là, franchement, des fois, c'est dur, quoi. Mais étant donné le caractère très particulier de Mélenchon, en tous les sens du mot, vous avez vraiment constaté que des gens qui sont de droite, donc vraiment pas du tout des sympathisants de Mélenchon, viennent et ont envie de parler. Oui, je m'amuse à faire un sondage tous les soirs, quasiment, quand je fais les débats. Et comme le film est assez serein et les débats sont détendus, ça ne gêne absolument pas les gens de lever la main qui a voté pour lui, qui n'a pas voté pour lui. Alors, globalement, évidemment, il y a Enfin, évidemment, c'est pas ce que je souhaite quand je fais ce film-là. C'est un film que je destine à tout le monde. Mais il y a entre 70 et 80 et 90% de gens qui ont voté pour lui. Mais dans un peu plus que dans la réalité, disons. Un peu plus, oui. Et donc, mais c'est toujours intéressant, justement, parce que des débats s'instaurent et il n'y a pas de jugement dans les salles de cinéma, parce que tout le monde a vu le même film, et finalement, chacun se fait une opinion, il n'y a pas de commentaire. Donc les gens sont assez grands pour juger d'un trait de caractère qu'on aime, qu'on n'aime pas. Pourquoi on est copain avec quelqu'un, pourquoi on n'y est pas, c'est parce qu'il y a des traits de caractère auxquels on
les plus sensibles. Et voilà. Donc du coup, j'aime beaucoup ces moments d'échange au cinéma, mais c'est vrai que c'est on parle plus du quand même film difficile. ou de Mélenchon? Dans le débat, ce qui est bien, c'est qu'on parle pas mal de cinéma, beaucoup plus que tout ce qui s'est raconté autour du film au moment de la sortie, notamment dans la presse. Mais c'est un peu là, ça revient à la discussion qu'on a eue tout à l'heure. Dans les salles de cinéma, on parle alors évidemment de lui, mais aussi de mon rapport, ma façon de filmer, du cinéma, du choix, de la distance par rapport au personnage, Pour etc. avoir fait, pardon, on va regarder la bande-annonce justement de l'Insoumis et on revient juste après. Alors où suis-je? À Lyon? À Paris? Les choses se passent pas comme prévu, parce que je ne vais pas les raconter. J'avais prévu que Sarkozy, Juppé se va dégager, puis après Hollande s'en irait tout seul, puis que Valls se prendrait une tôle pareille. Je veux dire, toutes les révolutions commencent comme ça. Oui. Et la révolution citoyenne, c'est pareil que là. Ça commence par un moment où l'ancien système n'a plus pied en lui-même. Je ne fais pas semblant d'avoir une doctrine révolutionnaire. D'accord? Je ne fais pas semblant. Alors des fois, je fais semblant de parler d'autre chose. Est-ce qu'il y a de la violence en moi? Mais oui, mais vous la trouvez... Mais ça vous perdra, c'est ça? T'as vu ça? T'as vu? C'est dégueulasse, c'est ça. Allez, on s'en va. Au revoir. Toujours, ça se trouve, ce type est au pouvoir et vous êtes au courant de rien? Qui aurait imaginé il y a encore 2-3 mois, des gens en train de crier on va gagner dans un meeting que j'animais. 4, 3, 2... J'aurais pu te bordéliser ton plateau. Il ne faut pas me tutoyer, monsieur Mélenchon. Donc là, les courbes se sont croisées avec Hamon, et maintenant, on s'occupe du suivant dans la liste. Le suivant dans la liste, c'est monsieur Fillon. C'est plus compliqué. Si on le rattrape, ça change tout. La République inachevée, tant que le peuple n'est pas souverain dans son pays, en tout et pour tout. Et rappelez-vous qu'on ne représente pas une secte, mais le peuple français. D'accord? À partir de ce soir. Collez-vous-le bien dans la tête, parce que ça va vous donner de la respiration. Et sinon, on aura bien travaillé, et puis voilà. Éric Benzekri, je vous voyais le regarder avec presque un peu de nostalgie, Jean-Luc Mélenchon. Philippe Rickwart, moi j'y vois un peu de tout, de la gauche socialiste, pas spécifiquement Julien Drey, pas spécifiquement Jean-Luc Mélenchon, pas spécifiquement Marie-Noëlle Lienemann, mais un peu de tout, et y compris d'autres. C'est un mélange un petit peu aussi de votre histoire militante. Oui, non, c'est vraiment un personnage maintenant. C'est autonomisé. Il s'est émancipé. C'est un grand garçon. Non, vraiment, il y a sans doute un peu de tout le monde, et puis il y a la gauche, quoi. Voilà. C'est une figure. Mais il reste fidèle à ses racines. C'est un fils d'ouvrier, c'est un ouvrier, et il a encore... il est dans cette nature-là, il ne veut pas en sortir, il ne cherche pas à singer, il ne veut pas ressembler aux autres, comme dirait Jean-Luc Mélenchon, aux importants. Il ne cherche pas à faire ça. Il reste lui-même, je pense que c'est sa force. Et vous l'avez... Vous étiez une de ses plumes au cabinet, au ministère de l'enseignement professionnel. Plume de Jean-Luc Mélenchon. Oula, oui. J'imagine qu'il vous corrigeait plus que vous ne lui conseillez. Mais par exemple, toute la séquence de la saison 1 de Baron Noir autour le bleu de travail à l'Assemblée et comment un petit peu faire une loi pour les enfants, l'éducation des pauvres. Jean-Luc Mélenchon à l'époque disait qu'il était le ministre des classes populaires quand il était ministre de l'enseignement professionnel. On sent, voilà, il y a aussi cette filiation-là qu'on retrouve. Ben oui, enfin... Un peu comme toi, je viens de là aussi, donc souvent quand on écrit et quand on filme, on donne beaucoup de soi-même, quoi. C'est pas du tout obligatoire, mais c'est un peu inévitable, voilà. Cette affaire d'enseignement professionnel est une affaire décisive, voilà. Elle est décisive. On peut pas parler d'une partie de la jeunesse et occulter l'autre et ne la voir que comme une puissance potentiellement délinquante. Alors, certains de ces jeunes sont des excellents professionnels et ont des métiers qui durent.
Et on n'en parle jamais. On l'a fait dans la saison 1. On l'a fait à travers un moyen rigolo, qui est un mouvement étudiant et lycéen, qui ressemble à Nuit debout. Parce que, voilà, des fois, on s'applaudit avec les mains. Et donc, il y a un folklore du mouvement, mais qui n'est pas négatif et péjoratif. J'en ai fait plein des mouvements. Et je suis d'accord que le mouvement en tant que tel est décisif. D'abord parce qu'il forme des esprits. Absolument. Et c'est ça le plus important. Voilà. En réalité, dans la politique, quand vous voyez, je parle comme avant, donc j'allais dire quand on gagne quelqu'un. Mais c'est ça la politique, c'est de gagner quelqu'un. Et souvent, on le fait au bouton de veste. C'est-à-dire que vous pouvez faire une émission, un meeting, vous parlez à plein de gens, donc pas à une personne en particulier. Donc c'est plus dur de convaincre. On convainc vraiment quand on le fait au bouton de veste. Après le meeting, quand on va au café et que les militants se démultiplient pour avoir la discussion en face à face avec chacune et chacun. C'est là qu'on gagne les gens. Le mot est pas joli, mais Jean-Luc Mélenchon, à l'époque de la gauche socialiste, avait une belle expression. Il disait « c'est le moment de gagner les cœurs et les esprits ». Oui, le Hearts and Minds américain. Oui, absolument. Donc, mais ce que vous dites nous fait revenir un tout petit peu en arrière sur le partage de la parole et la manière dont quand on fait films et séries, on a envie aussi que les choses continuent à se diffuser, d'avoir un retour. Ce qui est étrange avec les séries télé, c'est que c'est sans doute la chose dont les gens parlent le plus entre eux, beaucoup plus que de films, au café et ailleurs. Mais vous, en tant que créateur de séries et scénariste, est-ce que vous avez encore des expériences de type bouton de veste Est-ce que vous avez des possibilités de parler avec des spectateurs, de voir comment est-ce que, en parlant d'une chose qui est aussi commune, elle touche en effet le public? On a vraiment beaucoup de retours intéressants, des mails, des trucs, Facebook, ces choses-là. Des lettres. C'est d'ailleurs assez émouvant de recevoir des lettres. Alors, voilà, je me suis reconnu, je me suis vu, je me rappelle d'eux, et de Vaquet, et c'était comme ci, et c'était comme ça, voilà. Donc, il y a quand même une communauté humaine, quoi, qui se reconnaît là-dedans, dans le fait d'avoir fait de la politique à un moment, d'avoir tenté de changer les choses. Et ces gens-là se reconnaissent entre eux. Je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est important. C'est une chaîne humaine longue, en fait, sur plusieurs siècles. Et ça continue, et ça continuera toujours. Peut-être qu'un jour, on se battra contre des machines, mais il y aura toujours du bouton de veste. Donc, les retours sont... quand même, ils proviennent beaucoup du milieu militant, mais dans les familles, par exemple, quand je vais à une fête et que je rencontre des gens qui disent « Ah, mais Baron Noir, alors on m'a dit, il paraît que tu es un des scénaristes, oui, alors voilà, j'ai beaucoup aimé, nanana », et ils me demandent pourquoi... Enfin, des questions d'amateurs de séries, quoi. Et c'est ce qui, nous, en réalité, nous touche le plus. Pourquoi Salomé fait ci à un moment, Salomé Rickwart, la fille du personnage principal, pourquoi elle fait ci, et pourquoi on ne revoit pas beaucoup le frère de Rickwart. Donc, voilà, des choses de fans de séries. Et c'est le plus beau des compliments pour nous, parce que ça veut dire qu'on a réussi à mettre une matière particulière qui est celle de la politique dans un genre, le genre sériel, et que ça marche, quoi. C'est pas qu'une question d'audience, quoi, c'est une question de perception, et de ce point de vue-là, ça marche. C'est un peu, on est obligé de conclure, on saurait bien rester encore des heures à parler et à disserter avec vous de vos œuvres, mais c'est vrai que c'est aussi ce qui vous réunit tous les trois, c'est que de par vos séries, vos documentaires et vos films en général, vous arrivez à redonner un vrai goût et amour de la politique au sens noble du terme, et non pas seulement voilà, quelque chose, un regard très désenchanté, quoi. Il nous réenchante un petit peu. Je vous remercie énormément de votre présence à tous les trois, à tous les quatre aussi. À Emmanuel, merci d'être avec nous ce soir.